Céline Thériault, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Vous êtes également spécialiste du Mali et plus globalement des pays du Sahel, auxquels vous avez consacré bon nombre de vos travaux. Il s'est produit très récemment un coup d'État au Mali, j'allais dire un énième coup d'État au Mali. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les raisons à la fois proches et lointaines de ce coup d'État? C'est le quatrième en fait au Mali. Si on compte le premier qui est en consentement. Le troisième depuis la transition démocratique des années 90, c'est donc la mise en place de la troisième République au Mali. C'est pas un coup d'État qui nous surprend, en ce sens que la situation était singulièrement bloquée ces derniers mois, avec d'un côté un pouvoir présidentiel et un clan présidentiel qui était assez fermé et arc-bouté sur cette position, et de l'autre un front très très large d'opposition qui le rejetait, lui, sinon le système en bloc. Donc tous les dispositifs constitutionnels et institutionnels étaient inopérants. Les médiations qui étaient tentatives aussi avec des questions, des blocages, des points d'achoppement qui étaient très nets du côté du mouvement du 5 juin qui fédère l'ensemble des forces d'opposition. Et donc oui, quelque part, il fallait que quelque chose se passe. Après, c'est un coup d'État qui est perpétré par des militaires qui, paradoxalement, ont une assez bonne image au Mali. Paradoxalement, parce que ce sont des militaires qui sont en défaut depuis de nombreuses années face à l'insécurité, dans le nord d'abord, et puis maintenant au centre du Mali, qui ne parviennent pas à reprendre le contrôle du territoire et à assurer la sécurité des populations. Pourtant, le coup d'État a été très bien accueilli, manifestement bien accueilli. Et donc manifestement il paraît légitime aux yeux de la population. Après, la légitimité d'un coup d'État, de ce coup d'État, elle est très largement sur la légitimité du régime en place. Et c'est pas pour ça que la solution qui va se mettre en place maintenant va être forcément très légitime. Donc il y a beaucoup d'enjeux maintenant sur qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pouvoir qu'ils ont pris par la force politique. Alors justement, à ce propos, est-ce qu'on peut dire que l'ex-président, maintenant, Ibrahim Aboubacar Keïta, paye son impuissance, la corruption de son régime, le népotisme également? Est-ce que c'est ce qui paye, je dirais, ce bilan finalement très décevant, pour ne pas dire plus? Totalement. Le IBK a été dans son deuxième mandat et manifestement il était dans l'immobilisme reconnu et sanctionné par tous. À tel point que si la CEDEAO a réclamé son retour, la France par exemple ne réclamait pas forcément la remise en place du président IBK, elle réclamait le retour à l'égalité constitutionnelle. Et donc oui, il faisait l'unanimité pour son immobilisme et plus encore pour le népotisme dont il a fait preuve avec des niveaux de corruption qui ont atteint des sommets manifestement, avec des figures très fortes comme son fils, qui l'a manifestement poussé au-delà de toute raison dans les sphères du pouvoir et de l'économie. Est-ce qu'on peut dire, vous avez parlé du rôle de la France, donc la distance qu'elle a prise par rapport à lui, et on sait que le gouvernement français avait avalisé en quelque sorte le résultat des élections qui avaient amené la réélection pour un second mandat de l'ex-président Keïta. Est-ce que ce coup d'État n'est pas également quelque part un échec pour la France? C'est un échec pour la France et pour l'ensemble de la communauté internationale qui a essayé d'apporter une solution au conflit et ensuite à la reconstruction post-conflit. Et effectivement, la communauté internationale et la France ont gagné, qui favorise évidemment la légalité. Et l'IBK, le président, ont incarné cette légalité. Les élections n'étaient pas douteuses, les élections présidentielles n'étaient pas douteuses, elles n'étaient pas n'ont pas suscité d'énormément d'engouement, mais elles n'étaient pas douteuses. C'était pas le cas des législatives qui ont eu lieu en mars dernier, et notamment du contentieux autour d'un certain nombre de circonscriptions pour lesquelles la Cour constitutionnelle a inversé les résultats
donnant plus de sièges au parti présidentiel, au RPR. Et c'est là-dessus que vraiment, pour le coup, la rupture s'est faite. Et c'est là-dessus que, sans doute, l'IBK n'a pas su lâcher de l'Est. Il aurait suffi d'accepter de remettre en cause ces circonscriptions pour se redonner un petit peu de capacité à discuter et sans doute à conserver son pouvoir. Alors vous avez évoqué un peu le profil des militaires qui ont donc pris le pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en particulier sur le principal dirigeant de cette junte militaire qui, semble-t-il, serait décrit comme un professionnel, comme un militaire professionnel, plutôt bien vu du côté des militaires français de l'opération Barkhane? Est-il également bien vu de la part de la population, comme l'ensemble des militaires qui ont pris le pouvoir? Alors, c'est encore difficile de se faire une idée sur cette junte qui a pris le pouvoir. Ce sont par contraste, à la différence de ce qui s'est passé en 2012, des sous-officiers généraux, mais qui n'appartiennent pas à l'état-major central, qui appartiennent à l'état-major de région, et plutôt de l'armée de l'air. Et alors, effectivement, on a vu une vraie campagne de presse sur leur image, etc., notamment celle d'Assimi Goïta, le colonel qui a pris la tête de la junte. Oui, il a cette image positive. En tout cas, il y travaille et ils ont pris soin. Et ça, c'est une vraie rupture par rapport au État de 2012, qui au départ était une mutinerie qui s'est transformée à la grande surprise de tous, y compris des premiers militants, en coup d'État. Et où là, vraiment, on avait eu des gens assez minables qui n'étaient pas prêts à assumer les responsabilités très, très clairement, qui n'avaient pas de projet politique là. On sent que c'est beaucoup plus préparé. Après, la question qu'on se pose, c'est ce coup d'État, il intervient alors que les Nations Unies viennent de sortir un rapport très critique sur la politique malienne et sur son rôle au centre du Mali et sur son rôle aussi au nord du Mali. Donc la question c'est, est-ce que ce coup d'État c'est pour justement mettre un terme à ces critiques fortes et donc pour limiter quelque part la remise en cause des forces armées, ou est-ce que ça vient d'une partie de l'armée qui justement veut elle aussi faire le ménage dans les... Pour l'instant, on n'a pas vu vraiment de signaux en interne qui permettent de dire qu'on est dans un sens ou dans l'autre. C'est assez discret, mais ça va sans doute se décompter dans les jours, semaines à venir. Alors, pardon, il y a un personnage dont on parle beaucoup, il est souvent dans l'ombre, mais on sait qu'il a beaucoup d'audience au Mali, c'est l'imam Dicko, qui est capable effectivement de mobiliser de très très larges foules musulmanes. Sa parole est entendue, y compris par le pouvoir. Est-ce qu'il a joué un rôle, même en creux, dans l'occurrence de ce coup d'État? Ça fait partie des choses sur lesquelles on entend tout et son contraire. Oui, évidemment. L'imam Dicko fait partie des figures qui sont capables de mobiliser fortement et largement au Mali. Mais qui ont une position ambiguë en ce sens qu'ils ne revendiquent pas de rôle politique. Il se veut une autorité morale, mais en fait, il a un rôle politique, parce que c'est finalement la seule figure dans l'opposition qui soit capable finalement de mobiliser à ce point-là. Alors, quand le coup d'État a eu lieu, le mouvement du 5 juin, dont l'imam Dicko est la figure emblématique, s'est félicité en disant que voilà, c'était le mouvement de contestation qui avait permis ça. Mais on voit maintenant qu'il y a des tensions entre la junte et ce mouvement du 5 juin. Il y a vraiment un rapport de force qui est à l'œuvre en ce moment pour savoir qui va avoir la préséance. L'imam Dicko officiellement dit que son rôle est rempli, le pouvoir est tombé. Obtenir le départ de Keïta. Et qu'il n'a plus de rôle politique ouvert à jouer. On a du mal à le croire, vu l'histoire passée récente du Mali. C'est quelqu'un qui a une voix politique forte et qui n'hésite pas à l'utiliser. Alors, est-ce que vous avez évoqué la question de l'insécurité au Mali? Alors, dans le centre du Mali, des affrontements qu'on qualifie souvent d'intérêt public, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Mais de manière globale, est-ce que le fait que la situation sécuritaire, aussi bien dans le centre du Mali que davantage encore dans le nord
pose problème ne souligne pas les limites de l'opération Barkhane. Oui, très clairement, là, on est dans une situation qui non seulement ne s'améliore pas, mais se dégrade. Les militaires de l'opération Barkhane comme les militaires de MINUSMA sont impuissants. Alors d'un côté, ils ne peuvent pas être partout, ils n'ont pas comme vocation première de sécuriser le territoire, ils sont là pour appuyer les forces armées maliennes, mais ces forces armées maliennes, manifestement, n'y parviennent pas. Donc, là, il y a un enjeu qui montre qu'une seule gestion sécuritaire des territoires maliens ne suffit pas, et ce qui manque cruellement au centre du Mali comme au nord du Mali, et c'est ce qui exprime aussi beaucoup des acteurs des populations qui sont concernées, c'est le manque d'État. C'est les services de l'État qui ne sont pas revenus, et pas seulement en termes de sécurité, en termes d'accès à la santé, d'accès à l'éducation, d'administration, tout simplement. L'État malien n'est pas parvenu à répondre aux besoins de sa population, et donc, de fait, il y a cette résilience qui s'induit et qui est bien évitée. Ça veut dire que sans réforme politique en profondeur, sans intégration du Nord malien, effectivement, je dirais, au sein de l'entité malienne, de l'État malien, la solution militaire la réponse militaire et sécuritaire est nettement insuffisante. Non, ça ne peut pas être la solution, ça ne peut pas être une réponse. Et c'est peut-être, s'il y a une note d'espoir à avoir après ce coup d'État, c'est peut-être ça. C'est que cette troisième transition, c'est la troisième, ça peut être peut-être la chance, enfin, d'associer l'ensemble des secteurs de la société malienne, l'ensemble des territoires du Mali, ce qui n'avait pas été le cas réellement en 2012, avec une transition extrêmement courte, très rapide, parce qu'on voulait vraiment revenir le plus vite possible à la légalité, et donc on a vraiment fait quelque chose de très rapide. On a fait un gouvernement national avec une transition très courte, qui a débouché sur des élections qui auraient été exactement, qui ont donné les mêmes résultats en 2013 qu'elles auraient donné en 2012 s'il n'y a pas eu le coup d'État. Donc là, peut-être qu'effectivement, si la junte au pouvoir parvient à s'entendre avec l'ensemble des représentants de la société civile et politique malienne, peut-être que là, il y a une matière à faire une vraie transition qui prenne le temps de poser l'ensemble des problèmes et l'ensemble des perspectives, et pas seulement celle du centre du pouvoir central par rapport au Nord, avec un malentendu fondamental sur l'organisation territoriale. La France doit-elle rester militairement? On n'a pas le choix. Je pense qu'on n'a pas le choix. Si la France, c'est Barkhane et sur la partent, c'est ouvrir la porte à bien plus encore d'instabilité, d'insécurité, et c'est les populations civiles qui l'ont fait. On a déjà là très régulièrement des massacres de civils, les femmes, les enfants, etc. Et ça, c'est insupportable. Et l'opinion publique malienne ne supporte plus cette situation. Le Mali a pendant longtemps été présenté comme une sorte de success story de la démocratisation en Afrique. Vous qui travaillez sur le Mali depuis longtemps, qui le connaissez bien, vous y allez souvent. J'allais laisser une question un peu subjective, mais comment vivez-vous cette situation-là? Est-ce que c'est de la déception? Est-ce que vous avez l'impression effectivement que finalement depuis la première transition, le pays, renoue avec ses vieux démons cycliquement à intervalles réguliers? Est-ce que quelque part ce n'est pas un peu, j'allais dire, presque désespérant? Non, désespérant, non. Il y a au Mali des acteurs politiques de la société civile qui sont de très grandes valeurs, et pourvu qu'on leur donne la possibilité d'agir et de prendre des manettes, on peut sortir quelque chose de cette situation. Mais c'est vrai que ça dure. C'est la crise depuis 2011-2012. Ça commence à faire longtemps, et les gens sont fatigués, ils sont excédés et ne voient pas l'issue. D'où l'enjeu vraiment que cette transition soit inclusive et qu'elle peut permettre réellement de débat collectif. Sans cela, ça sera un énième coup, une énième transition qui ne servira pas. Écoutez, nous l'espérons avec vous. Merci Céline.